Donc bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle conférence des jeudis du CNRS qui s'intitule « Marseille-Cassis, une course mythique comme terrain de recherche ». Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Caroline Nicole qui a réalisé donc ses travaux de recherche sur la fatigue engendrée par le marathon. Donc ça, c'était pendant sa thèse. Et sa première année de postdoc sous la direction de Paavo Komi en Finlande, à l'Université de Finlande. Elle travaille depuis 1993 à l'Institut des sciences du mouvement, où elle est actuellement maître de conférence. Ses travaux de recherche portent notamment sur le fonctionnement musculo-tendineux en locomotion et les ajustements neuromusculaires à la fatigue immédiate et retardée lors des courbatures engendrées par la course à pied. Ah oui, pardon, j'avais oublié la deuxième... Voilà. Donc avant de lui laisser la parole, je tiens à vous rappeler le déroulement de la conférence. L'intervenante fait sa présentation pendant 45 minutes, 1 heure, puis viendra le tour des questions. Les échanges se termineront vers 19h30, l'heure à laquelle il faudra quitter la salle. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci Isabelle pour cette introduction. C'est un véritable plaisir, mesdames et messieurs, de vous accueillir. Et je tiens à vous remercier d'autant plus que les intempéries n'ont pas dû vous faciliter la tâche. Donc merci vraiment à tous d'être là. C'est un plaisir d'autant plus important qu'il y a nombre d'années, j'étais moi-même assise à votre place en train d'écouter d'éminents scientifiques en sciences diverses et variées, et ici en neurosciences, le professeur Jacques Paillard notamment, qui a tant contribué au développement de la recherche en STAPS, en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et c'est donc grâce à lui que je suis un peu là aujourd'hui, grâce à lui que je vais vous parler d'une étude, celle du Marseille-Cassis, sur cette course mythique. Merci à tous ceux qui l'ont couru, parce qu'ici nous avons présents des coureurs. Merci à tous ceux qui sont présents. D'avoir fait cette course mythique. Et ce que je voudrais vous expliquer, c'est que l'homme qui est à l'origine de ma présence et de cette étude, c'est tout simplement Patrick Sainton. Patrick Sainton est ingénieur d'études du CNRS à l'ISM, l'Institut des sciences du mouvement. Et j'ai eu le plaisir, avec Pascal Chavet, qui est là, de le co-diriger en thèse. Et il a débarqué dans mon bureau à la fin mai en disant « Caroline, tu sais bien évidemment que 2019, c'est l'année des 80 ans du CNRS. » Oui, ça, nous le savions. Mais sais-tu aussi que c'est l'année des 40 ans de la course Marseille-Cassis? J'aurais dû le savoir. Et pour ce faire, le CNRS a décidé d'engager 80 coureurs pour réaliser cette fabuleuse course. Je me dis, mais c'est étrange, il me semble que ça fait bien 30 ans que toi tu fais de la fatigue. Non, que tu fais de la recherche sur la fatigue engendrée par la course à pied. Et dès lors, il serait peut-être temps de faire une étude sur cette course mythique. En effet, ça fait peut-être 27 ans que je rêvais de le faire. Alors, grâce à lui, j'ai rencontré d'autres personnes, des femmes et des hommes particulièrement dynamiques, plus que mon ordinateur, manifestement. Et ces femmes dynamiques, il y en a une que j'aimerais vous montrer quand même. Alors, puisque lui ne veut pas, on va le faire comme ça. Voilà. Christine Caillol en action. Elle est là, présente ce soir. Je pense que vous la connaissez tous. C'est celle qui est donc organisatrice de la course Marseille-Cassis. Celle qui, par son dynamisme, a fait que j'ai été obligée de le faire. Et donc, elle a motivé des coureurs, ici présents, n'est-ce pas Fabien? Elle a motivé des entraîneurs, et nous voilà donc tous réunis avec le dynamisme additionnel du CNRS. Vous connaissez d'autres personnes ici. Qui ne connaît pas les membres de ce trio? Ghislaine, Karine, Isabelle. Elles ont mené de main de maître l'opération des 80 coureurs du CNRS. Et le CNRS a eu un dynamisme additionnel puisque pendant l'été, il a proposé des bourses, GDR, sport et activité physique, et nous avons eu la chance d'en avoir une. Ce qui fait que nous avons pu recruter Robin Maki, ici présent, qui est un étudiant qui nous fait le plaisir de travailler avec nous sur cette thématique et que je co-encadre avec Fabrice Vercrussen de l'Université de Toulon.
Alors, sur quel thème exact? Nous allons le découvrir ensemble. Voici la course Marseille-Cassis. Elle combine 20 km de course à un dénivelé positif et négatif particulièrement important puisqu'il est de plus de 300 mètres. À Marseille, on dirait qu'il est de 400 mètres. Et donc, ce dénivelé va engendrer une fatigue bien spécifique, tant immédiate que retardée. Isabelle vous en a déjà un petit peu parlé, c'est mon dada habituel. Et ce qui est d'autant plus intéressant sur la course Marseille-Cassis, c'est que vous avez 20 000 coureurs et un nombre impressionnant de femmes. Cette année, c'est un record, 35% en 2019. C'est une des courses qui en a le plus grand nombre. Or, est-ce que vous saviez ça? On connaît en fait très peu d'éléments sur la récupération des femmes après ce type de course. Alors qu'il y a des papiers de recherche en très grand nombre qui parlent de la récupération des hommes, et j'y ai contribué. Sur les femmes, il n'y a pas grand-chose. C'est pourtant la raison pour laquelle nous avons dit, étudions donc l'influence du genre, donc les différences hommes-femmes, sur la cinétique de récupération après ce type d'effort. Et vous avez deviné que l'effort en question sera la course Marseille-Cassis. Alors pourquoi est-ce qu'il y a si peu de travaux de recherche sur les femmes? Peut-être que vous ne connaissez pas ce point d'histoire. Ce n'est qu'en 1960 que l'interdiction qui leur était faite de participer à des compétitions de course à pied a été levée. Jamais trop tard. À partir de ce moment-là, les femmes se sont donc mises à s'entraîner. Oh là là! Ont progressé tellement vite dans leur record qu'elles ont rattrapé, non pas tout à fait, les hommes. Et vous avez donc 10% d'écart encore entre les performances sur marathon entre hommes et femmes. Si vous regardez sur semi-marathon et que vous allez à des distances bien plus courtes jusqu'aux 100 mètres, ce sont les mêmes écarts, 10%. Et on tend à dire, oui, vous comprenez, les femmes ont moins de masse musculaire, pas tout à fait de la même manière, un cœur moins puissant, une VO2 max inférieure, etc., etc. Je ne suis pas là pour parler de ça ce soir, mais de ceci. Récemment, certaines d'entre elles ont gagné des ultra-trails, des ultra-marathons. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sont des courses, par exemple, de plus de 400 km sur des jours consécutifs. Tiens, du coup, ça allait bien de pair avec des revues de la littérature qui tendaient à dire que les femmes semblent avoir une moindre fatigabilité, une meilleure récupération, notamment sur des distances très très longues. Il s'agirait donc d'y comprendre un peu plus quelque chose. Alors, on a décidé, notre étude s'appelle Gender Run, en anglais, je pense que c'est clair également en français. Sur l'étude, donc sur la course de 2019, nous avons décidé d'étudier les conséquences immédiates et retardées de cette course Marseille-Cassis chez un groupe d'hommes et de femmes. Les voici. 11 femmes, 10 hommes, du CNRS, d'Aix-Marseille Université, de l'ASCO, qui se sont portés volontaires, vous voyez, avec quel enthousiasme, pour réaliser non seulement la course Marseille-Cassis, mais en plus 5 sessions de tests. Et je peux vous assurer qu'elles étaient coûteuses en énergie également. Donc, voilà ce que je me propose de vous expliquer. Étant donné que la course s'est déroulée quand même le 27 octobre, vous le savez tous, que nos tests ont duré quelques jours après. Ça ne fait que 10 jours que c'est terminé. Donc, je ne vais pas parler que des résultats. C'est clair pour tout le monde? Donc, je vais vous expliquer, oh là là, le cycle étirement-détente. Vous voyez comment un muscle et un tendon, quand ils sont reliés, arrivent à emmagasiner de l'énergie et est restituée dès qu'on rebondit. Eh bien, on va voir ça donc en course à pied. Je vais vous montrer comment le profil de la course va influencer ce cycle étirement-détente. L'influence également de la fatigue musculaire. Ah, comment est-ce qu'elle le détériore ou pas? Nous allons parler du fameux profil de récupération des hommes. Ça fait 30 ans que je l'étudie. Et peut-être enfin arriver à l'étude Gender Run de cette année et aux questions qu'elle pose. Il y aura quelques prémices de résultats. Vous êtes prêts? On est parti. Donc, le propre de la course à pied, c'est qu'elle comprend une succession d'innombrables impacts au sol. Si vous avez une course de 20 km, est-ce que vous avez une idée? Cela fait 20 000 mètres. Combien y a-t-il d'impact au sol? Je vous donne le résultat. Vous avez calculé dans vos têtes?
entre 15 000 et 25 000 impacts au sol. Ça dépend bien évidemment de la longueur des foulées. Mais savez-vous que chaque impact au sol représente en gros 2 fois le poids de corps? Aïe, on commence à réfléchir. Non, on sera volontaire pour lancer Cassie. Je vais donc utiliser un schéma qui peut sembler très compliqué, mais qui ne l'est pas du tout. Vous expliquer comment on peut tolérer de tels impacts. Alors vous avez ici un contact au sol. Ça, c'est le début du contact. Est-ce que tout le monde voit ce pointeur? Oui? Ah, c'est bon, il suit. Vous avez ici, donc, le pic d'impact, la force qu'on développe en freinage et en poussée. Et là, vous avez l'activation du quadriceps et celle du mollet. Je vais peut-être utiliser ce pointeur de l'ordinateur qui sera un petit peu plus gros. Regardez, celui-là est mieux, non? Donc, lorsque l'on est en train de courir, à chaque impact au sol, la force gravitaire tend à vous écraser. Et vous avez une flexion de la hanche, du genou et de la cheville. Comment résister à de tels impacts? Bien évidemment, on va se préparer avant celui-ci. Comme la gravité va vous faire fléchir, donc plier toutes vos articulations, on va activer les extenseurs. Monsieur quadriceps, le petit mollet, on l'appellera mollet, c'est le triceps sural pour les intimes. Donc, le quadriceps et le mollet, entre autres, vont être activés avant l'impact, ce qu'on appelle la préactivation, pour se préparer à celui-ci. La question est, est-ce qu'on active énormément, moyennement ou peu ces groupes musculaires? Si vous les activez complètement, vous arrivez complètement raide sur un impact. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un pic d'impact qui est décuplé. C'est comme si moi, je tape dans cette table en étant trop rigide. Si par contre, vous coupez complètement votre activation, vous allez tout amortir pour tomber assis au sol. Il faut donc préactiver de façon optimale, ni trop ni pas assez. Une fois que vous avez subi cet impact, il va falloir lui résister de façon la plus importante possible. Vous activez vos quadriceps, vos mollets de façon très importante pour freiner la flexion. Mais l'impact est tel que tous vos muscles vont se retrouver étirés malgré eux. Ils vont résister à cet étirement. Et s'ils résistent, vous allez même avoir les tendons qui vont résister à l'étirement. Vous imaginez un peu s'ils lâchent le bonnet? C'est exactement ce qui va se passer avec vos muscles et vos tendons pendant la phase de poussée. Toute cette énergie élastique qui a été accumulée, elle est restituée en poussée. Ce qui veut dire que pendant que vos muscles, ce sont toujours les mêmes, se raccourcissent, on parle de travail concentrique, ils vont pouvoir profiter de cette énergie élastique qui est restituée. Et regardez, il n'y a quasiment pas d'activation en poussée des muscles. En fait, presque tout est gratuit. Toute cette force-là est produite avec très peu d'activation, très peu de coûts énergétiques. Et pour ceux qui ne l'auraient pas compris, j'espère que cette vidéo va vous l'expliquer. Vous avez vraiment une poussée facilitée par le travail que vous avez effectué pendant le freinage. D'accord? C'est ce qu'on appelle le cycle étirement par raccourcissement, mais étirement détente, pour refléter cette énergie élastique qui est restituée. C'est bon? Vous êtes tous des professionnels. Alors du coup, j'en mets d'autres. Étant donné que l'OM a relativement bien marché le week-end dernier, je vous ai mis un footballeur. En quoi le cycle étirement détente peut vous permettre d'économiser de l'oxygène? Lorsque l'on court en endurance, que l'on soit footballeur ou que l'on soit coureur, l'oxygène que vous avez inspiré va être transporté par vos vaisseaux sanguins jusqu'aux muscles. Ces derniers vont utiliser l'oxygène pour casser vos réserves de sucre, casser vos réserves de graisse, fournir de l'énergie qui va vous permettre la contraction musculaire. Tiens, alors quelle est la différence si on utilise bien ou mal le cycle étirement détente? Le plus beau modèle n'est pas un footballeur, mais c'est un kangourou. Vous avez déjà remarqué comment marchent les kangourous? Ah, faire votre culture ce soir. Un kangourou qui marche, il fait ce qu'on appelle du pentapedal. Il utilise ses 4 pattes plus la queue. Mais dès lors, c'est tellement inéconomique. Regardez un petit peu la consommation d'oxygène ici, comment elle augmente de façon énorme alors qu'il augmente sa vitesse de marche. C'est clair pour tout le monde? Par contre, à partir du moment où il va se mettre à rebondir, cela devient magique. Il double sa vitesse de rebond en ne consommant pas plus d'oxygène qu'auparavant. C'est beau quand même, non? Bon, on n'est pas tous des kangourous. Néanmoins, le cycle étirement détente, même chez l'homme, est particulièrement économique
on consomme peu d'oxygène, est particulièrement efficace. D'où il est très intéressant sur une course comme Marseille-Cassis. Quand vous savez ça, vous vous inscrivez tous à la course l'année prochaine. Donc, voyons maintenant l'influence du profil de cette course, le fait qu'il y ait des montées et des descentes sur l'économie du cycle étirement-détente. Comme certains parmi vous ne sont pas encore convaincus qu'ils doivent aller courir, je voudrais m'exprimer également pour les marcheurs, tous les amoureux des calanques. Vous regardez la montée de la Gineste, c'est un peu la montée que vous avez lorsque vous remontez dessus Giton. Et pour ceux qui voudraient y repartir, bienvenue dans la descente. On est d'accord? Donc que ce soit à la marche, que ce soit à la course, on peut quasiment raisonner de la même manière, même si le cycle étirement-détente fonctionne mieux à la marche. Oui, à la course. Donc, que se passe-t-il en montée? Qu'advient-il du cycle étirement-détente? Est-ce que vous avez énormément à freiner lorsque vous êtes en train de marcher, même en montée? Non, vous allez poser votre pied en contre-haut. On est beaucoup plus là en train de pousser qu'en train de se freiner. On est clair pour tout le monde? Donc, lorsque vous êtes en train d'effectuer de la marche en montée ou de la course, c'est la phase de poussée qui va devenir la plus longue, la plus importante. Est-ce qu'on peut utiliser l'énergie élastique? Plus vraiment. À partir de ce moment-là, le muscle ne travaille qu'en raccourcissement. Et dès lors, on doit activer beaucoup plus que dans le cycle étirement-détente normal. On consomme plus d'oxygène. Tiens, la fréquence cardiaque augmente, et c'est logique, on se dit fatigué. Tous les marcheurs ici, quand vous remontez des calanques, est-ce que vous pouvez parler sans aucun problème? On sait tous très bien qu'on se pose des questions, d'accord? Je te répondrai un peu plus tard. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, lorsque maintenant on va passer à ce qu'ont fait nos coureurs, hommes ou femmes, logique, ils ont diminué leur vitesse de course. Vous voyez bien que le cycle étirement-détente est plus efficace à plat qu'en montée. On pouvait s'en douter. Mais ils l'ont diminué de la même manière. En gros, 2 km/h en moins. Je reviendrai là-dessus plus tard. Si maintenant on arrive au sommet, on a un membre du CNRS qui était particulièrement heureux, Vincent. Et je crois que tous les hommes et les femmes qui arrivent au sommet de cette côte ont le même sourire sur la figure. Et ici, nous avons donc présent au 4e rang, tiens, Fabien, Julie, Katisha ont été les meilleurs de notre groupe. Et eux, quand on voit la facilité avec laquelle ils arrivent en haut de la côte, on aimerait tous courir de la sorte. Et c'est pour ça que, un petit peu malheureusement pour eux, à partir du week-end prochain, on va leur proposer de refaire la course. Ils sont tellement exceptionnels qu'ils vont la faire sans concurrent, ça c'est l'avantage, avec peut-être un peu de trafic, on se mettra tôt le dimanche matin. On va utiliser toutes sortes d'équipements que je vais vous montrer dans 2 minutes, grâce à Arnaud Hayes, qui est un ingénieur d'études au Technosport, la plateforme Technosport qui est sur le campus de Lumini, qui appartient à l'ISM. Et regardez ce qu'il en dit. Ici sur le terrain, ça me permet de voir le fonctionnement et comment le cœur s'adapte en montée, en descente, sur du plat. On a mis aussi des capteurs au niveau des mollets et des cuisses pour mesurer l'oxygénation dans les muscles, pour voir comment les muscles, de façon très locale, pouvaient s'adapter, parce qu'on est persuadé, et quand on regarde les premières données, ça se confirme, que les muscles s'oxygènent pas de la même façon quand on est en montée et en descente. Donc voilà un petit peu les outils que l'on a utilisés pour essayer de caractériser le Marseille-Cassis dans l'effort. Vous voyez, c'est trop dur de travailler sur le campus de Lumini. Bon, donc passons à la descente. Pour vous, bonne chance. Alors à la descente, quand on regarde Manon, qui est l'étudiante de Josina, qui est assise ici, devant, on dirait que c'est facile. Si je le remets, il y a peut-être des coureurs qui vont me dire « Oui, c'est facile, mais elle n'a sans doute pas fait les 15 km avant. Elle n'a fait que la descente. » C'était en effet le cas quand on a tourné cette vidéo en plein soleil, tout allait très bien. Donc avant ou après les 15 km, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc commençons par ce qui se passe sans fatigue. Si au lieu de monter la côte, vous êtes en train de la descendre, est-ce qu'il est clair pour tout le monde que vous allez vous mettre à freiner bien plus qu'à pousser? Enfin, je l'espère pour vous. Et du coup, vous allez avoir ce fameux travail excentrique des muscles qui résistent à leur étirement. Mais si vous regardez la fréquence cardiaque, tiens, elle tend même à baisser. Les sensations d'effort aussi. Alors j'ai des étudiants qui me disent « c'est logique, au lieu de lutter contre la gravité, elle nous aide. »
si la gravité nous aide, oui, on s'assied. On est en grève. C'est un peu d'actualité, mais bon, quand on résiste à la gravité, ben, il va falloir travailler en excentrique contre cette force gravitaire, que ce soit à la montée ou là, à la descente. Alors du coup, ben, ce n'est pas la gravité qui nous explique quoi que ce soit. Est-ce que vous avez une petite idée comment est constitué un muscle? Regardez la beauté de sa constitution. Moi, je suis fascinée. Lorsque vous regardez une fibre musculaire, c'est un cheveu en diamètre. Elle est entourée d'une petite membrane de ce style. Donc, autant de trous, vous pouvez voir ici, il y a autant de fibres musculaires à l'intérieur, chacune entourée d'une membrane. Un ensemble de fibres sera entouré d'une membrane un peu plus épaisse. Le muscle d'une membrane encore plus épaisse. Bref, si vous tirez sur un muscle, vous avez la chance qu'il résiste à votre étirement. Et dès lors qu'il développe une force de résistance, voilà, qui arrive, susceptible d'accumuler et de restituer de l'énergie élastique. D'ailleurs, tous ceux qui tirent un peu la tête, là, vous le savez bien, quand vous regardez cette vieille dame attendre le bus, qu'est-ce que vous allez lui dire? Madame, vous ne savez pas qu'avec l'âge, vos muscles tendent à s'enraidir? C'est tout simplement parce que ces petites membranes-là deviennent moins souples qu'auparavant. Et du coup, on va vous dire, au lieu d'attendre le bus comme ça, laisse peut-être les plus jeunes, prends une position plus naturelle. Donc vous savez que le muscle résiste à son étirement. Si vous faites ça davantage, vous gagnerez en souplesse, il vaut mieux la garder. Donc, je passe maintenant aux tendons. Les tendons, si le muscle résiste à son étirement, regardez, nous le refaisons ici, s'il résiste, le tendon va se retrouver étiré à son tour. Et ce tendon va développer une énorme force de résistance, accumuler l'énergie élastique, restituer. Bref, regardez, dans le monde animal, comme ça peut être joli. On dirait que c'est simple. J'ai vu personne courir le Marseille-Cassis comme ça, mais c'est assez joli quand même. Il faudrait peut-être aller voir en Afrique ce que ça donne. En tout cas, pour avoir étudié les Kenyans, ils sont assez magiques eux aussi. Donc, passons à ce qui fâche, la fatigue. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ah bon. Donc, influence de la fatigue musculaire sur le cycle étirement-détente. Vous savez tous ce que ça donne. Je suis en train de courir, je regarde quelqu'un d'autre qui est fatigué. Bien évidemment, je vais le voir s'écraser à l'impact. Avoir des durées d'appui bien plus longues que les miennes. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tout le monde me suit maintenant? Que le muscle ne résiste plus à son étirement, laisse partir, et du coup, si les muscles se laissent étirer, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais accumuler de l'énergie élastique? Non. Merci pour tous ceux qui ont fait ça. Donc, je n'accumule pas d'énergie élastique, ce qui signifie que je vais devoir travailler bien plus en poussée. C'est clair? Mais dès lors, si je travaille plus en poussée, c'est un peu ce que vous ressentez quand vous marchez, quand vous courez dans du sable. Le cycle étirement-détente, il faut qu'on enchaîne freinage-poussée. Dès qu'il y a une phase un peu trop longue, on perd toute l'énergie élastique. Dès lors, on va puiser davantage dans nos réserves de sucre dans les muscles, ce qu'on appelle le glycogène. On va se mettre à transpirer bien plus que d'habitude. Tiens, on va perdre de l'eau, des sels minéraux. Le cœur va essayer de compenser en augmentant la fréquence cardiaque. Et donc, merci à l'organisatrice de Marseille-Cassis de mettre tous les 5 km des stands de ravitaillement. Parce que sans cela, il y a certains qui auraient vraiment eu des problèmes cette année, d'autant plus que pour arranger les choses, il a fait beau. On ne va pas se plaindre quand il fait beau. Donc, il a fait beau et même très chaud. Donc, tout cela fait que si maintenant on attaque la descente en ayant couru les 15 km et en étant un peu fatigué par la course précédente, est-ce que vous n'avez jamais ressenti ça? C'est bon à la marche comme à la course. On tend du coup à se laisser emballer par la vitesse. Tiens, on va arriver beaucoup plus vite à chaque impact au sol. Qui dit plus vite dit qu'on va décupler le pic d'impact. Cet impact va devenir plus important. Or, nos muscles sont fatigués. Dès lors, ils résistent moins. Tiens, qui n'a pas eu mal aux articulations à la descente? Quand vous avez un petit jeune qui dit facile, et moi je marche à côté, je dis mon genou. Donc, vous avez à ce moment-là des articulations qui, lorsqu'elles ne sont plus aussi bien tenues par les muscles fatigués, font qu'elles vont vous le faire sentir. Et à partir de ce moment-là, on tend à activer davantage.
on se rigidifie. Quelle est la posture que l'on prend à la descente? En avant ou en arrière? Moi, je l'appelle assurance tout risque. En arrière. Mais dès lors, c'est pire. On devient d'autant plus raide à l'impact. On décuple d'autant plus ces derniers. Et c'est un cercle vicieux qui fait que ça ne va pas vous arranger. On est clair? Donc, pourquoi, néanmoins, les coureurs à la fin du Marseille-Cassis, dans la descente, ne me regardent pas comme ça? Ils continuent à sourire. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont bientôt arrivés. Merci pour tous ceux qui l'ont ressenti un jour. Donc, l'arrivée s'approche. Et du coup, même la fréquence cardiaque, qui tendrait à monter psychologiquement, va dire non, non, c'est pas si mal, vas-y. Alors, regardons un peu ce qu'ont fait nos propres coureurs dans ce faux plat descendant, là, à gauche, ou la grande descente. Est-ce que ça va vous étonner si je vous dis « Ah, la vitesse a augmenté ». Logique. En gros, autant chez les hommes que chez les femmes. Je tendrais à dire un petit peu plus chez les femmes, mais ce n'est pas statistiquement significatif. Donc, ça ne sera pas. Mais dans la descente, c'est amusant. Les hommes ont gardé la même vitesse et il y a une tendance chez les femmes à l'avoir même un petit peu augmentée. Là, ça a été pas mal parce que sur les 5 derniers kilomètres, nos coureuses n'étaient plus qu'à 1 minute en moyenne derrière les coureurs. Bravo, mesdames. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que quand on court comme ça, un petit peu fatigué, de plus en plus vite, à chaque impact, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir ici, ça c'est la jolie structure de vos muscles, quand tout va bien, le fait que l'on étire, étire, étire à chaque impact. Vous allez avoir des micro-lésions musculaires. Alors je tiens à préciser pour tous les Marseillais, elles sont minimes, très localisées. On parle de 2 micromètres, hein. Ça c'est 2 micromètres. Donc quand je mets la loupe ici, c'est même faux. Il faudrait avoir un microscope. Vive le CNRS. Donc il faudrait un microscope pour arriver à voir ces micro-lésions musculaires. Ce n'est quasiment rien. Mais tout Marseillais qui se respecte va dire « j'ai un mammouth qui m'a marché dessus pendant la nuit ». On est d'accord? Donc, on va essayer de voir maintenant ce qui se passe chez les hommes en termes de récupération fonctionnelle. Bon, je suis désolée de revenir à mes propres travaux parce que c'est plus simple. Je suis donc après un marathon et je m'intéresse à la récupération des hommes. Vous pouvez voir que ça prend un temps certain et que cette récupération s'effectue en 2 phases. On l'appelle donc biphasique. Qu'est-ce qui se passe? Si on leur fait réaliser des tests de force, de vitesse, de puissance, juste après un marathon, étonnant, non? On a des baisses de performance. Elles sont d'environ 20%. Mais ce qui est peu étudié et que je trouve magnifique personnellement, c'est ceci. Certains, 2 heures après, vous les retestez, ils n'ont plus aucune perte de force, de vitesse, de puissance. Chez d'autres, les pertes sont nettement atténuées. Et ça, on en parle rarement, ce qui fait que les gens tirent un trait entre ces 2 instants-là. Ce qui, je pense, est totalement faux pour tous ceux qui ont couru un jour, ils le savent. Ce n'est qu'un jour ou 2 jours plus tard, ça dépend un peu des gens, où on va se sentir à nouveau fatigué. Et oui, il y a une deuxième chute des performances. Et c'est à ce moment-là que vous ressentez les fameuses courbatures, merci, qui vont nécessiter plusieurs jours, tant au niveau fonctionnel qu'au niveau des courbatures, pour se résorber. Alors, l'avantage, c'est quand on a fait quelque chose, on y gagne. La structure, quand vous l'avez fait travailler, va devenir bien plus forte qu'auparavant. Et en termes d'activation des muscles, vous y avez gagné quelque chose, vous allez mieux les activer la fois d'après. Je vais revenir donc à la cause de ces pertes immédiates. Ah, question pour vous. Est-ce qu'elles viennent de ces impacts successifs, de ce travail excentrique, des seules micro-lésions musculaires? Qui dirait oui? Qui dirait non? Vous êtes tous des problèmes au niveau des articulations? Je redis. Qui dirait oui? Qui dirait non? Bravo, il a gagné. Voilà, le quiz, il a tout gagné. C'est non, en effet. Bravo à tous ceux qui ont levé la main comme ça. Et même à ceux qui ont dit oui, c'est pas grave, j'espère vous en convaincre maintenant. Ces micro-lésions sont tellement petites qu'elles ne peuvent pas expliquer 20% de perte de force. De plus, qui
pourrait récupérer une structure musculaire intègre au bout de 2 heures. Ce n'est pas possible. Dès lors, il faut peut-être penser à autre chose. Vous vous rappelez que dans ces efforts prolongés, il y a une fatigue qu'on appelle, nous, métabolique. En termes plus simples, on va épuiser nos réserves de sucre, on va augmenter notre température, on va se déshydrater. Ça, c'est un peu des cas extrêmes, hein. C'est pas sur Marseille Cassis. Vous connaissez Dinitz, vous connaissez cette dame. C'est la première à avoir couru un marathon aux Jeux Olympiques en 1984 à Los Angeles. Les ravitaillements étaient interdits à l'époque. Et ce qui fait qu'elle a fini dans un état un peu lamentable, mais 2 heures après, elle allait bien mieux. C'était ce qu'on appelle un coup de chaud. Eh bien, grâce au dynamisme du trio, du CNRS, nos coureurs ont ressenti le même gain d'énergie 2 heures après. Ils sont allés se baigner à Cassis, et qui aurait dit à ce moment-là, comme ils le disent très souvent, « Moi, parfait, cette année j'ai couru, même pas une courbature. » Ouais. Alors quand j'en croise comme ça dans le métro, je dis rien, parce que je sais que le lendemain, ça ne va pas être tout à fait pareil. Le lendemain ou le surlendemain, ils vont se dire « En fait, je l'ai peut-être couru. C'était pas un rêve. » Et moi, j'aurais envie de leur dire « Heureusement qu'il y a des courbatures, c'est bien, vos muscles ont travaillé, c'est bon d'avoir des courbatures. » Si on n'en a jamais, c'est un peu mon cas à l'heure actuelle, tellement je suis sédentaire, c'est fortement gênant. Donc, ce qui m'intéresse maintenant de vous présenter, c'est le lien entre les micro-lésions musculaires et ces fameuses pertes fonctionnelles. Qui ici dirait qu'elles doivent venir de l'acide lactique? Osez. Vu la manière dont je vous pose la question, il n'y avait personne qui va oser lever la main. Alors que ce soit clair, net et précis, l'acide lactique, ça fait 30 ans qu'on dit que c'est une aide à la contraction musculaire et non pas le pire ennemi qui existe. On est clair? On pourra en discuter pendant 2 heures. Je referai une intervention, mais sachez que ça n'a absolument rien à voir avec les micro-lésions musculaires, avec les courbatures, et que c'est un ami. On en reparlera. Hein, c'est pour une autre. Donc, je reviens à mes micro-lésions musculaires. Lorsque vous en avez, il va se développer un processus inflammatoire pour les résorber. C'est comme quand vous vous coupez. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez plein de substances chimiques qui sont libérées dans votre muscle pour casser un peu davantage. En fait, on nettoie. C'est ce qu'on appelle des réactions cataboliques. Des réactions anaboliques, on refait. Et toute réaction chimique dans le corps dégage 80% de chaleur. Donc, plein de réactions chimiques. De la chaleur qui augmente au sein de votre muscle. Un muscle courbaturé, il est chaud, généralement. Vous avez également du sang qui va libérer du plasma où il y a plein de substances chimiques pour aller tout réparer. Donc, votre muscle devient gonflé. Messieurs, quand vous faites des tractions tous les matins, si par hasard vous avez des courbatures, vous n'êtes pas là en train de dire « c'est bizarre, je suis un peu raide ». D'accord? Eh bien, lorsque vous avez un muscle courbaturé, il est donc difficile à étirer parce qu'il est gonflé. Eh bien, toutes ces informations vont stimuler des petites terminaisons nerveuses qui sont présentes dans le muscle. C'est comme des récepteurs qui disent « Eh, il se passe quelque chose de bizarre ». Et vous avez, pour tous ceux qui ont vu « Il était une fois la vie », des petits bonhommes qui vont remonter avec l'information vers votre cerveau, mais vers le système nerveux central pour dire « Ah, il y a une inflammation au niveau du muscle, il faudrait peut-être faire quelque chose ». Ce que fait généralement le système nerveux, c'est qu'il va moins activer votre muscle. En fait, lorsque vous envoyez de façon volontaire une activation, sans vous le dire, il la coupe en partie pour protéger le muscle qui est en train de se refaire. C'est joli quand même. C'est totalement inconscient, mais c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. Et dès lors, comme vous avez une baisse de votre activation, même si vous êtes très motivé, vous allez avoir une baisse de force, de vitesse et de puissance. D'accord? Je ne vous ai toujours pas expliqué d'où venaient les courbatures. Personne n'a râlé encore. Eh bien, lorsque ce phénomène inflammatoire s'amplifie, c'est un peu comme un tsunami. Vous allez avoir dès lors de plus en plus de terminaisons nerveuses qui disent « Ouh, l'inflammation gronde ». Eh bien, si je prends une montagne, c'est un peu comme, là, le phénomène inflammatoire est en train de monter. En haut de la montagne, vous avez ces derniers récepteurs qui, lorsqu'ils sont stimulés, ça veut dire que l'inflammation est très grande. Eh bien, ils envoient des messages qui sont, eux, appelés nociceptifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, consciemment, vous allez interpréter ça comme une douleur. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas marqué courbature? Pourquoi j'ai marqué DOMS?
C'est parce que je suis désolée, pour une fois, je trouve que les Anglais font les choses bien mieux que nous. Si vous prenez DOMS, ça veut dire Delayed Onset Muscle Soreness. Bon, on ne va pas parler en anglais, on le fait en français dans l'autre sens. Douleur musculaire, à début, retardée. Est-ce que c'est pas joli? Quand vous avez des courbatures, vous n'avez jamais mal sur l'instant. Vous allez bien avoir une douleur musculaire dont le début arrive au premier ou au deuxième jour. C'est magnifique. Donc pour tous ceux qui ne connaissaient pas ce terme magique DOMS, je le rajoute à la course Marseille-Cassis. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Au début, vous avez mal à des endroits précis de votre muscle. Et puis petit à petit, c'est tout le quadriceps qui fait mal. En fait, ces terminaisons nerveuses vont s'auto-exciter les unes les autres. C'est comme ici, si vous faisiez le téléphone arabe. Tu vas dire quoi, toi? Vrai ou faux? C'est exactement ça. Donc petit à petit, toutes ces terminaisons nerveuses sont activées et vous avez une douleur bien plus diffuse sur l'ensemble du quadriceps. Ça veut dire que l'inflammation va bientôt se résorber. Et tiens, les douleurs disparaissent. On est repassé de l'autre côté de la montagne. Alors, néanmoins, il y a un... Alors, prenons l'avantage. Si vous avez mal, si vous ressentez des courbatures, est-ce que vous descendez en courant les escaliers? Certains vont me dire, même quand j'en ai pas. Mais pour tous ceux qui le font quand ils en ont, parce qu'on est toujours en retard, et bien ce jour-là, généralement, vous vous abstenez. Quand on a donc des courbatures, on fait attention. On va descendre moins vite, on va regarder où on met les pieds. Donc ça va contribuer de façon consciente à la protection de vos muscles qui sont en train de se réparer. Et à partir de là, on va se poser cette question. Quelle est la phase la plus dangereuse? Je vous ai mis ici l'évolution des performances. Vous vous rappelez? Biphasique. Voici l'évolution des douleurs. Est-ce que c'est cette phase où j'ai mal qui est dangereuse ou est-ce que c'est la phase où je n'ai plus mal? Qu'est-ce que vous diriez? Une bonne question. Hein? Je vais vous aider un peu. En fait, c'est la phase où les douleurs disparaissent. Pourquoi? Parce qu'en fait, en termes de récupération, vous n'en êtes que là. Vous n'avez pas totalement récupéré. Mais comme on est repassé de l'autre côté du sommet de la montagne, dès qu'on passe en dessous de ces derniers 20%, vous n'avez plus mal. Or, l'inflammation gronde toujours. Vous n'avez toujours pas récupéré. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et donc, il y a des inhibitions qui perdurent sans que vous le sachiez. Donc, ça, c'est un exemple assez amusant en ski. Enfin, amusant, en ski. Quand on est sédentaire, mon style, et qu'on va enfin au ski, on essaye d'y aller à fond le premier jour. Le deuxième, les nouveaux skis, ça passe mieux. Mais avec les anciens, qu'est-ce que ça faisait? Courbature, non? Ce jour-là, j'ai même été en Slovénie tester ça. Vous avez des skieurs slovènes qui sont comme les Français. Ils réduisent la distance skiée, ils vont aller boire un chocolat chaud. Le troisième jour, ils réfléchissent. Déjà au réveil, ils ne sentent plus rien. On se prend pour Dieu, oui, Superman, Superwoman. C'est clair, il y a un rebond positif exceptionnel après les courbatures. Pires sont les courbatures, meilleur est le rebond. Et donc, là, vous vous prenez pour Superman, Superwoman et vous repartez sur les skis en disant « Oh, aujourd'hui, je vais récupérer toutes les pistes que je n'ai pas skiées hier. » Or, vous rajoutez donc de la fatigue à de la fatigue. On est clair? Tout ça sans le savoir. Et conclusion, le taux de rupture du ligament croisé le plus élevé au ski, auparavant, avant les nouveaux télésièges où tout le monde se mélange les pieds, c'était au troisième jour. Au second jour, tout le monde faisait attention. Au troisième, tout le monde se prenait pour ce qu'il n'était pas. D'accord? Donc, si j'ai une petite formule à vous donner et à transmettre aux autres, comme on a dit pour les terminaisons nerveuses, c'est pareil, faites passer le message. Little DOMS, big danger, big problem. C'est quand les douleurs disparaissent, ce jour-là, il faut se dire, si je vais courir dans les calanques, je dois regarder mes pieds. Si je m'emballe un peu, attention ce jour-là. Après, ça, on est en fin de récupération, ça va aller. Mais si j'ai un conseil, faites attention ce jour-là. Moi, je me suis retrouvée au ski à avoir les pieds qui partaient dans tous les sens et à ne rien contrôler. Et si je n'avais pas fait mes études, je me serais dit, ça vient d'où? Là, je le savais. Et bien, le problème, c'est que j'avais eu d'énormes courbatures juste avant, mais énormes. Ben, ça m'a duré toute la semaine que j'ai rien contrôlé. Donc, faites attention quand vous regardez ce genre de choses, juste un petit œil sur ce que vous faites en dessous. Alors, on en arrive du coup à quelque chose d'important.
Ah, tout à l'heure, j'avais des questions avant qu'on ne commence. Faut-il s'étirer sur des courbatures? Alors, je vous laisse y répondre. Vous êtes sur des courbatures, ce qui veut dire que vous avez des micro-lésions en train d'essayer de se résorber. Vous tirez, mesdames, s'il y a des trous dans les tricots et que les membres de votre famille tirent dessus, vous leur dites quoi? On est d'accord? Bon, donc va donc recoudre toi-même. Donc, conclusion, quand vous tirez, quand vous faites des massages profonds, moi, mes étudiants, ils mettent les pouces généralement, vous allez réagrandir des trous qui essayaient de se réduire. Quand on parle du footing de récupération, celui-là, je l'adore. Qui n'a pas dit, n'est-ce pas? J'ai des courbatures, je vais aller faire un footing de récupération parce que ça m'enlève tout. Alors, essayons maintenant de remettre le raisonnement en place. Vous êtes dans votre lit le matin, votre muscle il est chaud, il y a plein de substances chimiques, il est tendu. Normal que le cerveau vous dise il y a quelque chose qui ne va pas. Vous partez courir. Est-ce qu'il n'est pas normal qu'il devienne chaud? Il vaudrait mieux. Autrement, vous êtes en train d'être en tandem et c'est l'autre qui pédale. Hein, il y a un problème. Donc, vous êtes parti courir. Le muscle chauffe. Normal. Il y a plein de substances chimiques dedans. C'est normal. Tiens, il est en contraction, donc la pression à l'intérieur augmente. Tous ces signaux qui étaient anormaux au repos deviennent normaux à l'exercice. Et là, les gens, ils croient qu'ils ont tout gagné. Ils croient qu'ils ont tout gagné. Plus de douleur, j'ai récupéré. Un sourire sur la figure. Ça, c'est vrai, c'est clair. Mais le reste, vous êtes en train de réétirer sur un muscle qui était en train d'essayer de tout bouger. Alors, ça en reste mineur. Ce sont des micro-lésions, donc ce n'est pas la fin du monde. Néanmoins, sachez-le. J'ai été claire? Le surlendemain, vous allez courir. Hein. Mais bon, le jour où les douleurs ont disparu, faites un peu attention. Le mieux, c'est les anti-inflammatoires. Ça, j'adore. C'est magique. J'en prends un, j'ai plus mal. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Que l'ensemble de ces paramètres vont couper la douleur, mais ils ne vont en rien accélérer la régénérescence musculaire. Et je suis désolée pour vous. Les bains chauds, les bains froids, on n'a rien trouvé à l'heure actuelle avec toute notre science pour faire récupérer plus vite les gens autrement qu'en leur disant entraîne-toi plus souvent, comme certains qui sont là, et tu n'auras quasiment plus de courbatures. On a ici Julie qui me fait les yeux comme ça, mais qui n'a jamais eu la moindre courbature après la course Marseille-Cassis qu'elle a courue en 1h30. Donc vous voyez, l'entraînement, ça marche. Je vais m'y mettre. Donc là, comme mon ordinateur n'arrivait pas à passer les 2 diaporamas, j'en ai un tout petit qui va suivre, que je vais vous faire passer. Il faut que je le prenne. Et nous allons donc enchaîner enfin sur le topic de la soirée, c'est-à-dire, non pas la fin, tiens, il n'est pas passé au bon endroit, c'est pas celle-là que je veux. Hop, excusez-moi, on repasse là. Ça, merci. On va donc passer à la fameuse course Gender Run, puisque vous étiez tous venus pour les résultats. Bon, je suis désolée, hein, j'ai essayé de vous apprendre à les comprendre ou à anticiper. Alors maintenant, vous allez pouvoir anticiper le protocole. À votre avis, combien leur avons-nous imposé de sessions de test? Sachant que je l'ai dit auparavant. 5. Vraiment trop fort au fond de la salle là-bas. Alors, pourquoi 5 sessions de test? Puisqu'il va bien falloir les tester. Hop, j'y arrive. Avant, après, 2 heures après, n'oublions pas ce point important, 2 jours et 4 jours plus tard. C'est clair? On a donc fait des tests de force, de vitesse, de puissance, en relevant juste après l'effort, là, jusqu'à 2 heures, les douleurs musculaires, et dans les jours qui suivent, les DOMS. C'est bien, vous avez appris un mot ce soir. Où se sont déroulés ces tests? En pré, 2 jours et 4 jours après la course, au Technosport, donc sur le campus de Lumini, dans ce magnifique endroit où on peut faire des tests magiques que vous allez voir. À la fin de la course, en poste et à 2 heures, dans un autre endroit magique, la Bastidaine, pour ceux qui veulent aller rêver, là elle est fermée, mais ça vaut la peine. Une magnifique Bastide qui se situe, ici vous avez 80 mètres après la ligne d'arrivée, on tourne à gauche, et donc cette Bastide, on a pu faire une partie des tests immédiatement après la course, et vous avez Katisha qui arrive, là ça fait 5 minutes qu'elle vient de passer la ligne d'arrivée, mais les premiers, quand ils arrivent, il n'y a quasiment personne.
Le problème, c'est qu'on en a eu d'autres qui sont arrivés dans les milliers de gens. Je vous rappelle qu'il y en avait 20 000. Et conclusion, perdus dans les milliers de gens, ils n'ont pas vu les barrières, ils n'ont pas vu la Bastidaine, ils sont restés là-dedans. Ils étaient un petit peu fatigués aussi, je pense. Mais ils sont arrivés 45 minutes plus tard. Donc quand on parle des tests post, la réalité des choses, quand on ne fait pas que des manips en labo, c'est que là, ça peut être retardé à 33 minutes, plus ou moins 16 après l'arrivée. On est d'accord? Ce qui risque d'atténuer nos résultats, mais on ne peut pas faire autrement. Et ils ont été super, malgré leur grand détour de dire « on a pas mal marché, mais on arrive ». Donc, je tenais à revenir sur leur performance. Ça, c'est un ch'timi et sa femme qui sont venus dormir à la maison parce que Marseille-Cassis, on arrive de partout. J'avais une japonaise aussi qui a dormi ici, grâce à Ghislaine, merci, au CNRS, et qui nous a aidés sur les expérimentations. Vous avez ici les 80 coureurs du CNRS qui ont brillamment effectué cette course. Et donc, nos hommes et nos femmes que je tiens à remercier, pas mal quand même pour un groupe d'amateurs qui, à part deux d'entre eux, n'avaient couru qu'une à 2 fois le Marseille-Cassis. Nous sommes à 2h07 pour les femmes, désolé pour les secondes, 1h57 pour les hommes, et tiens, la différence homme-femme, 9%. Et quand on prend, il faut quand même le dire, la première femme, la Kenyane Kipoech, regardez, c'est pas beau ça? 1h07,54, juste 1 heure de moins que les nôtres. On dirait que c'est un fait exprès. J'ai rigolé quand j'ai vu ce résultat. Et 17,7 km/h de moyenne. Et quand vous regardez donc l'Éthiopien Bikila, 1,01,10, 19,6 km. Merci au site Marseille-Cassis, on a toutes les informations, c'est magique. Et donc, différence homme-femme, même à plus haut niveau, 11%. Vous voyez que ça corrobore, je l'espère bien, ce que je disais au début. Passons maintenant à la comparaison de ce qu'on appelle le pacing, c'est-à-dire la manière de réguler leur vitesse sur la course. Comment l'ont-ils géré? En fait, je vous en ai déjà montré les informations. Vous prenez ce trait, là en pointillé, c'est la vitesse moyenne sur toute la course. Vous voyez qu'aux 5 premiers kilomètres, ils étaient en gros à cette vitesse-là. Ils ont bien baissé, comme je vous l'ai dit précédemment, les hommes comme les femmes en haut de la gineste, enfin jusqu'à atteindre le haut de la gineste. Puis, entre 10 et 15 km/h, on est dans le faux plat descendant, ils ont réaugmenté leur vitesse, qui est restée relativement similaire malgré la grande descente ici. Les femmes, peut-être s'emballant un petit peu. On reviendra là-dessus. On leur a demandé, alors, vous l'avez vécu comment cette course? Est-ce que vous êtes impliqués à fond? Est-ce qu'elle vous a semblé difficile? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Alors, on l'a montré l'échelle de Borg. On vous demande de dire, entre un effort très très facile, difficile ou très difficile, quelle note vous donneriez? Eh bien, de façon un peu étonnante, vous avez des femmes et des hommes qui, en moyenne, se sont situés entre 16 et 17. Moi, je serai à 24. Et certaines personnes sont bien montées jusqu'à 20, mais vous en avez d'autres qui étaient pas plus haut que 12. Il faut dire que Marseille-Cassis, c'est aussi la magie de l'entraide. On a certains coureurs qui se sont tout simplement mis au niveau d'autres pour leur permettre de finir la course. Ils n'étaient peut-être pas, donc, eux, à leur maximum, mais ils ont permis à l'autre de le faire et je les en remercie. Il y a des tas de choses qui se passent sur Marseille-Cassis et donc on va devoir essayer d'étudier un peu ces différences interindividuelles. J'arrive maintenant avec le graphe qui va vous tuer. Non, non. Ce sont les douleurs musculaires et les DOMS. Alors, vous avez ici les femmes, les hommes, les douleurs au quadriceps, aux ischios, aux mollets. Je vais vous guider. Quand l'échelle va de 0 à 10, juste après l'effort, mesdames et messieurs disent avoir mal un petit peu au quadriceps et aux mollets. Est-ce que ce sont des courbatures? Bravo! Ah, ça fait plaisir. Ce ne sont pas des courbatures, c'est clair pour tout le monde. Donc, intéressons-nous aux courbatures. 2 jours plus tard, ils ne disent que des courbatures à un niveau de 1 sur 10. Vous auriez attendu ça, vous? Alors que la plupart d'entre eux n'avaient couru qu'une à 2 fois Marseille-Cassis, et s'y étaient certes entraînés, je tiens à les féliciter, parce qu'il faut arriver à avoir aussi peu de courbatures quand on réalise une course pareille. Mais donc le niveau est relativement faible. On pourra en rediscuter après si vous le voulez. Ce sur quoi j'aimerais mettre l'accent, c'est ceci. Les femmes ont des courbatures non seulement au quadriceps, beaucoup moins au mollet, mais elles en ont aux ischios.
Et là, ça nous a tellement assis, au vrai sens du terme, qu'on n'avait même pas prévu de les mesurer. Mais c'est en fait certaines femmes qui, arrivant au deuxième jour, nous ont dit « Mais moi, où j'ai mal, c'est pas au quadriceps, c'est pas au mollet, c'est aux ischios. » On a donc redemandé à chacune, si on a évalué jambe gauche, jambe droite, etc. Et on en est arrivé à ce que 6 femmes sur 10 avaient mal aux ischios, 1 homme sur 9. Mesdames, vos petits ischios ont souffert dans la course. Alors, essayons de trouver juste une rapide explication. C'est peut-être un peu trop rapide pour être scientifique. En revenant sur la descente de tout à l'heure, vous vous rappelez quand on se laisse un petit peu emballer par la descente, où on a des pics d'impact un peu importants et que les femmes accélèrent un petit peu et que nos quadriceps ici sont faibles pour retenir notre genou. Pourquoi? Ça fait 1h30, 2 heures qu'elle court. Ok? Donc les réserves de sucre, donc de glycogène dans les muscles, sont relativement basses. On n'est plus au mieux de notre forme. Quand on dit, nous, d'un sportif qui passe, il devient lipidique, c'est qu'en gros, il va passer sur ces réserves de graisse qui sont bien moins fortes quand on les utilise que les réserves de sucre. Alors, là, il a des muscles fatigués. Avec quel autre muscle pouvez-vous retenir l'avancée du tibia? Eh bien, les ischios. Bravo pour ceux qui l'ont dit. Lorsque vous avez un tibia, certes en haut, vous avez le quadriceps, mais en dessous, vous avez les ischios qui le retiennent. Quand on voit la rééducation que font les gens qui ont eu une rupture du ligament croisé, antéro-externe, le genou tend à faire ce qu'on appelle le tiroir antérieur, à partir en avant. On leur demande de renforcer les ischios pour maintenir ce tibia. Et bien, il se trouve que quand votre quadriceps fatigue, c'est un peu comme vous maintenant, je rajoute les ischios derrière pour dire on tient, on a presque fini. Et je tiens donc par l'arrière le tibia. Mais dès lors, ces ischios, vous savez tous qu'ils sont plus faibles en plus que le quadriceps. Et dans la belle descente, ils sont également fatigués parce qu'ils ont fait la montée aussi. Conclusion, je pense que cela pourrait expliquer en partie le fait qu'ils aient des courbatures. Mais on va devoir s'y remettre parce que ce n'est sans doute pas aussi simple. Je passe rapidement à l'évaluation de la force maximale. Et vous voyez que les ordinateurs ont des fois autant de mal que vous, que moi. L'extension du genou et son quadriceps, vous voyez la force qu'il a produite? Je suis désolée, en 10 jours, nous n'avons pas eu le temps d'évaluer la force quadriceps gauche, droit, comparer hommes et femmes et voir les deux. Donc, la prochaine fois, je vous donnerai les résultats, mais là, c'est juste impossible. Nous passons maintenant au test dit force-vitesse. Voilà des poussées réalisées rien qu'avec le poids de corps. Non, même pas, puisqu'on est à l'horizontale, on peut pousser à une vitesse maximale. Pardon, dans votre sens, ça ferait ça. Et si vous regardez en dessous, petit à petit, on suspend des charges à l'autre bout de cette zone là, ouvert. Et plus la charge est élevée, plus la vitesse va baisser. Donc le premier là-haut, c'était une vitesse maximale. Et plus on va suspendre de charge, plus la vitesse maximale va baisser. On est d'accord? On est en train d'étudier cela avec les forces de pousser sous la jambe droite, sous la jambe gauche, des hommes, des femmes. Mais là encore, je suis désolée, avant de faire le profil de tous les coureurs, ça va nous prendre un petit peu de temps. Vous avez ici les forces. Là, l'activation de tous leurs muscles pendant cet effort-là. J'ai oublié de dire, on leur a fait des petits points sur la peau pour marquer la position des électrodes. Ils avaient 8 paires de points qu'ils ont gardés consciencieusement pendant 15 jours pour certains d'entre eux. Donc je tiens à les remercier également. Heureusement que c'était l'hiver et pas l'été. Bon, donc, ça sera plus tard. Regardez maintenant les performances de saut. On va finir quand même avec des résultats. Bon, on a un petit peu arrangé la vidéo, mais vous avez donc un homme qui saute. Et quand on est une femme, on se dit, mais jamais il redescend. Et vous avez donc les hommes qui ont certes fait ce que l'on appelle un drop jump, avec une hauteur de saut bien plus élevée que celle des femmes. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les différences de ce style, c'est lorsque je regarde leur performance en drop jump avant la course, et je regarde en pourcentage de combien elle s'est abaissée après, vous voyez, on est à 15, avec une grande variabilité liée, je pense, à l'arrivée à la Bastide. Et puis vous voyez, tiens, au deuxième jour, les hommes sont toujours significativement plus faibles, d'environ 10% en performance qu'auparavant. Voilà les femmes.
Alors certes, il y a une variabilité interindividuelle, mais elle ne semble pas être affectée de la même manière. Si maintenant on prend le squat jump, c'est-à-dire un saut où on part du sol, on ne fait que bondir vers le haut, on n'a pas de perturbation. En gros, il y a de perte ni pour les hommes ni pour les femmes, ou à quelque chose près. Donc on va regarder un petit peu cette tolérance à l'impact, étudier les forces, mais ça sera une autre histoire parce que là, je vous ai tenu très longtemps. Donc je tenais à remercier l'ensemble des personnes de l'ISN, du laboratoire Toulon IAPS, Guillaume Millet, que certains d'entre vous doivent connaître, puisque lui, il étudie énormément les différences hommes-femmes sur des distances plus longues, et notamment sur l'UTMB, donc la course autour du Mont Blanc. Vincent Martin, qui est tellement investi qu'il a même couru la course. Toute l'équipe qui a été absolument remarquable. On retrouve notre japonaise hébergée par le CNRS. Et donc, je voudrais vous remercier, vous, de votre attention, l'ensemble des hommes et des femmes qui ont fait cette étude, le CNRS, Aix-Marseille Université et l'ASCO, bien évidemment. Pour ceux qui ne seront pas trop fatigués un autre jour, je pourrais vous envoyer des publications en français. Elles sont plus digestes que celles en anglais. Je vous remercie de votre attention.